Je voudrais d'abord qu'on évoque cette opposition russe. Est-ce qu'elle existe encore maintenant que Navalny a disparu? Mathieu Karman, merci de nous avoir rejoints. Vous vous êtes penché sur la question: qui sont les opposants toujours en vie en Russie à l'heure actuelle? On en parle depuis hier, évidemment, et c'est un secret pour personne. La mort de Navalny en est encore la preuve. Le régime de Vladimir Poutine fait taire ses opposants. Et l'un des principaux, justement, opposants désormais, c'est lui, Vladimir Kara-Murza. Le 17 avril 2023, il a été condamné à 25 ans de prison pour haute trahison et diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Lui s'était dit fier de son engagement politique lors de ses dernières déclarations juste avant sa déclaration. Il a tout de même failli mourir après avoir échappé à 2 tentatives d'empoisonnement en 2015 et en 2017, des tentatives d'assassinat qu'il attribue évidemment au pouvoir russe. Ses soutiens s'inquiètent de son état de santé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son épouse. Elle était hier soir sur LCI, interviewée par Darius Rochebain. Il est vraiment peur de ces voix intrépides qui refusent de se taire, qui refusent d'être intimidés. Ces voix le font immensément peur. C'est pourquoi les répressions en Russie deviennent de plus en plus atroces. Elle parle évidemment de Vladimir Poutine, qui aurait donc peur de ces voix-là. Et ils sont rares à être restés en Russie et à ne pas s'être exilés ailleurs en Occident. C'est le cas notamment d'Ilya Yashin. Il a 40 ans et cela fait bien longtemps qu'il dénonce la corruption du régime. Il était très proche de Boris Nemtsov, qui a été assassiné en 2015 et qui était également un soutien d'Alexei Navalny. Il n'a jamais voulu quitter son pays car il explique, je cite, « J'aime mon pays, je suis prêt à sacrifier ma liberté pour vivre ici. Je suis un patriote russe ». Il a été arrêté en 2022 après avoir dénoncé sur YouTube les crimes commis par l'armée russe en Ukraine, à Boutcha notamment, condamné par la suite à 8 ans et demi de prison, là encore pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Il avait d'ailleurs déclaré dans un entretien à nos confrères du Monde, je cite, « Poutine veut montrer au public que les opposants n'ont pas d'idéologie, ce sont juste des agents occidentaux et des marionnettes abandonnant leur patrie au premier danger ». Il y a également Yevgeny Roizman, c'est l'ancien maire d'Ekaterinbourg. Il a été arrêté en mars 2022 pour discréditation de l'armée. Il est toujours libre à l'heure qu'il est après avoir échappé à la prison en mai 2023. Il a été condamné seulement, pourrait-on dire, entre guillemets, à une amende de 260 000 roubles, c'est l'équivalent de 3 000 euros. Lui encore, pour avoir discrédité l'armée russe dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi Oleg Orlov, l'un des derniers opposants à avoir critiqué ouvertement le pouvoir depuis le territoire russe. Oui, absolument. Lui, dans un premier temps, a été condamné à une simple amende. Il a été rejugé pas plus tard qu'hier, lui aussi, pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Il risque désormais de la prison, mais il estime, je cite, « Je n'ai pas vraiment envie d'aller en prison, j'aimerais l'éviter, mais je n'ai pas le choix. Toute ma vie, je me suis battu, et si j'arrête la lutte maintenant, eh bien, c'est comme si j'effaçais ma vie. » Lui, en revanche, a décidé de s'exiler. Lui, c'est Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs. C'est un adversaire de longue date de Vladimir Poutine et il demande sans cesse aux pays occidentaux de soutenir l'Ukraine jusqu'à sa victoire. On le voit, il reste quelques opposants en liberté, mais celle-ci s'effrite de jour en jour. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Mathieu Karman. Vincent Hugeux, doit-on réellement s'inquiéter pour la vie de ces opposants qui sont toujours en Russie ? Bien sûr. On s'inquiétait déjà, mais là, oui, à un degré différent. Il y a lieu de s'inquiéter. On a mesuré à quel point le régime russe était capable de tout pour bâillonner les voix dissidentes et les procureurs d'un système détestable. Mais il y a quand même une petite différence de profil, si vous voulez. Entre tous ces personnages à la bravoure, encore une fois, plus que louable, et Alexei Navalny, je vois une petite différence. Navalny avait un vrai projet politique. Navalny avait créé un parti, d'ailleurs interdit par les autorités. Il a été candidat à la mairie de Moscou en 2013. Il fait quand même 27%, ce qui n'est pas rien. Il est candidat, en théorie en tout cas, à la présidentielle de 2018. Il est évincé de la course à la présidence au Kremlin. Il a donc cette fondation qui essaime sur tout le territoire de la fédération. Les personnages dont on vient de parler, ce sont des gens qui dénoncent, ce sont des gens qui courageusement mettent en évidence tous les travers du système, qui
ont encore une fois la vaillance de le faire in situ, sur le terrain, mais qui ne sont pas nécessairement porteurs d'un projet politique d'alternance globale. C'est juste le petit distinguo qu'il faut, à mon sens, établir. Je voudrais qu'on aille voir Régis Janté. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI et France 24. Vos lumières vont être très précieuses. Pour vous, quel est le message adressé par Vladimir Poutine, finalement, si il a vraiment assassiné Navalny? C'est que les opposants mourront et rien ne pourra m'arrêter? Oui, c'est ça, effectivement. C'est une destruction vraiment absolue de toute opposition, puisqu'il faut quand même rappeler que les deux principaux opposants politiques de ces dernières années, de ces dernières décennies au régime de M. Poutine sont morts. Il s'agit de Boris Nemtsov, assassiné sous les murs du Kremlin par balle, dans un des endroits les plus sécurisés, les plus sous l'objectif des caméras de sécurité du pays et peut-être du monde, et donc Alexei Navalny. Donc effectivement, le message est certainement de l'ordre de voilà, il n'est pas question qu'il y ait d'opposition à ce régime en construisant cette idée qui sont forcément des personnes qui sont à la solde de l'Occident. Mais je vois beaucoup d'experts, parfois très bons, mais qui pensent que c'est ce que pense le pouvoir. En tout cas, c'est ce que dit penser le pouvoir. Je pense que c'est plutôt une manière de justifier effectivement l'élimination d'une manière ou d'une autre de ces gens, sans parler des autres types d'élimination qui sont l'élimination politique, où ces gens n'ont pas d'argent pour faire de la politique, un accès aux médias extrêmement limité, etc., etc. Est-ce que pour vous, Régis Janté, la mort de Navalny indique que Vladimir Poutine est entré dans une nouvelle phase ? C'est effectivement la question que je me posais hier en découvrant la nouvelle, qui n'était pas vraiment une surprise. Je crois que tout ce que nous en sommes qui suivons de près la Russie, on savait que ça pouvait arriver. Sa disparition pendant plusieurs jours, lorsqu'ensuite il a été transféré dans cette colonie du Grand Nord, on se demandait ce qui se passait. Je me souviens avec une consoeur se demander mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous préparer l'annonce de sa mort? Ça n'était probablement pas le cas. Il est mort dans la nuit d'avant-hier à hier. En fait, dans la nuit, enfin, les informations qu'on commence à avoir, c'est ce qu'elles indiquent. On a un très bon article de Medusa, notamment là aujourd'hui, qui a réussi à contacter un prisonnier de la prison et qui raconte comment, sur la fin de l'après-midi avant-hier, les choses se sont un peu bousculées et c'est sans doute ce que ça annonçait. Et les ambulances sont arrivées beaucoup plus tard, donc le décès était antérieur. Effectivement, pour revenir à votre question, je crois qu'effectivement, on se demande si c'est pas un tournant lié à la guerre en Ukraine, et c'est-à-dire contre l'Occident, en fait, et si c'est pas un marqueur de cela, quoi. Une très bonne politologue aussi, Tatiana Stanovaya, dit par exemple qu'elle a des sources qui racontent que M. Poutine avait intégré l'idée qu'il pouvait mourir, quoi. Donc il n'a pas été assassiné sur ordre de M. Poutine hier, peut-être, mais en tout cas, ces sources lui disaient qu'elle s'était intégrée en fait dans sa réflexion, quoi. Donc le pouvoir russe sait très bien ce que ça va produire dans le monde de réaction, quoi. Donc c'est aussi un acte de rupture, c'est encore un pont qui est brûlé entre Moscou et l'Occident, avec toutes les conséquences que ça va pouvoir avoir, notamment par exemple sur la guerre, etc. Et c'est peut-être un signe, et c'est ce qu'il faudra veiller. Je ne sais pas s'il est assez concret pour que ça fasse sens, mais un signe d'encore d'une radicalisation du pouvoir russe dans sa guerre. Merci Régis Janté d'être venu nous éclairer sur LCI. Je voudrais rebondir sur ce qu'il disait justement. Il disait que oui, ce message c'était « les opposants mourront et rien ne pourra m'arrêter, moi Vladimir Poutine ». Et si finalement c'était les Occidentaux ou les Européens qui pouvaient l'arrêter, le président russe? Je vous fais écouter Emmanuel Macron, toujours hier, qui appelait à un sursaut après la mort de Navalny. Tout ceci montre clairement que si ces dernières années, la Russie, sur plusieurs de ces points, avait une forme de continuité, impérialisme, révision de l'histoire, déstabilisation de nos démocraties, l'intensification de ces agressions, le changement de nature et les seuils franchis font qu'il est temps aujourd'hui de le dire, ce changement de posture de la Russie exige un sursaut collectif. Un message clair venu d'Europe, celui que nous ne laisserons pas faire, mais aussi très clairement un signal de la communauté internationale, car ces agressions touchent la stabilité tout entière de la planète et concernent tous les pays qui ont des responsabilités diplomatiques éminentes.
Aurélien Duchesne, on a donc entendu Emmanuel Macron qui durcit le ton, qui parle d'un message venu d'Europe, qui montre qu'on ne se laissera pas faire. Quelle forme peut prendre ce message ? Il y a d'une part la traduction en actes. C'est sûr que depuis quelques jours, notamment depuis les déclarations du président Donald Trump, qui sont aussi à mettre en écho avec les propos d'Emmanuel Macron, à mon sens, il y a un vrai réveil des Européens. Ce réveil, ça fait depuis 10 ans qu'on en parle. Depuis l'annexion de la Crimée, tout l'on dit, c'est la fin d'une période de paix, c'est le retour à la guerre froide. Là, il y a quand même une accélération, à la fois dans le discours qui est celui du président français, y compris de son homologue allemand, qui lui aussi a des mots, Olaf Scholz, qu'on ne lui avait jamais entendu il y a encore un an. Et la traduction de ça, maintenant, il y a d'une part au plan budgétaire, est-ce que la France, qui va maintenant tripler son soutien à l'Ukraine au plan budgétaire, est prête à aller encore plus loin dans son propre réarmement, à suivre ce que font les pays d'Europe centrale et orientale, qui, eux, vont viser un objectif de 3% du PIB consacré à la défense, là où nous allons sans doute plafonner à 2%. Et la deuxième chose aussi, c'est un changement d'attitude française, c'est-à-dire qu'il y a un an encore, on traitait d'hystériques les gens des pays baltes ou de Pologne qui avaient vu l'invasion de l'Ukraine que peu de gens en France avaient vu, et pour ceux qui l'avions vu, on se faisait nous-mêmes traiter d'hystériques ou de battants de guerre ou de propagandistes pro-américains ou que sais-je. Maintenant, ça commence à rentrer dans le discours public. Emmanuel Macron n'en est pas encore à dire, comme par exemple la première ministre estonienne Kaja Kallas, qu'il faut se préparer au pire, mais il faut souhaiter que dans les états-majors français, on commence à s'y préparer et qu'on s'adapte en conséquence en termes de réarmement.